Mon gendre m'a traité de lâche qui se cache derrière sa femme, jusqu'à ce que je lui montre ma purple à mes cicatrices de combat d'Afghanistan. Il a alors utilisé l'argent de son fonds fiduciaire pour ruiner mon entreprise et crever les pneus de ma fille, tout en nous suivant à 3 heures du matin en prenant des photos. Mais ma fille l'a secrètement enregistré en train d'avouer toute sa campagne de harcèlement, et ce n'était pas la première fois. Ma fille Lucie pense que je suis le père le plus embarrassant de la planète. Elle a 17 ans et agit comme si être vue avec moi pouvait littéralement la tuer. Le mois dernier, elle a commencé à sortir avec un garçon nommé Ryan. Le type classique du lycée qui joue les durs. Arrogant au possible. Ma première impression de lui, c'est quand il est arrivé dans notre allée en BMW et a klaxonné pour qu'on sorte. Dès qu'il s'est assis à table, il a commencé à se vanter, enfin, si on peut appeler ça comme ça. Parce que c'est les exploits concernés surtout son rang dans Call of Duty et le fait qu'il allait s'engager dans les marines après le bac pour devenir un vrai guerrier. Je parie que vous n'avez jamais été dans un vrai combat, monsieur Peterson, me balance-t-il avec un sourire arrogant. Sa voix dégouline de cette suffisance adolescente qui vous fait grincer des dents. Lucie soupire et secoue la tête. Ryan, mon père travaille avec des chiffres toute la journée. Il connaît rien à l'armée. Mais Ryan continue. Allez, monsieur P, admettez juste que vous avez peur du conflit. Regardez-vous. Il me désigne d'un geste dédaigneux, polo et jean de papa inclus. Vous devez sûrement vous cacher derrière votre femme quand quelqu'un klaxonne dans la circulation. Puis il claque des doigts vers Sarah comme si c'était une domestique. Tu peux me chercher de l'eau pétillante? C'est l'importé que ma famille boit. Ma femme Sarah me jette un regard depuis l'autre côté de la table. Elle sait. Mais Lucie, non. Nous avions convenu, il y a des années, de ne jamais lui parler d'avant. De qui j'étais. De pourquoi nous avions déménagé dans cette banlieue tranquille quand elle avait 2 ans. Ryan, dis-je calmement en découpant ma part de pain de viande, on devrait peut-être juste dîner. Ryan m'ignore complètement. Il se lève carrément de table et commence à faire des mouvements de pseudo-arts martiaux qu'il a appris sur YouTube. Sa technique est ridicule. Aucun équilibre. Voilà à quoi ressemble la vraie force, vieux. Je parie que vous ne pourriez même pas faire 10 pompes pour sauver votre peau. Le visage de Lucie vire au rouge. Elle est mortifiée, par lui, pour être si odieux, et par moi, pour ne rien dire. C'est là que Ryan remarque le petit pins en forme de drapeau américain sur mon porte-clés. Oh, mignon. Monsieur P soutient les troupes. Très patriotique pour un rat de bureau. Sarah pose sa main sur mon bras. Ryan, tu devrais vraiment arrêter maintenant. Mais il continue. Moi, je vais servir mon pays. Contrairement à certains qui agitent des drapeaux et prétendent comprendre le sacrifice. Il rit froidement. Honnêtement, pourquoi je travaillerais alors que mon fonds fiduciaire s'active l'an prochain? Puis il remarque mes lunettes de lecture sur la table basse. Il les attrape et les met sur son nez, se courbant en une caricature grotesque. Regardez-moi. Je suis un comptable. J'ai peur de tout. Il pousse les lunettes plus haut sur son nez et feint de trembler. Oh non, ne me demandez pas de faire quelque chose de courageux, je pourrais me casser un ongle. Un silence de mort tombe sur la pièce. Je me lève lentement et me dirige vers le placard de l'entrée. Tout au fond, derrière les manteaux d'hiver, je sors une boîte en bois que je n'ai pas ouverte depuis 15 ans. Mes mains tremblent un peu quand je la pose sur la table de la salle à manger. Papa, c'est quoi ça? Demande Lucie d'une voix hésitante. À l'intérieur se trouve mon uniforme bleu marine de cérémonie. Les rubans et les médailles encore parfaitement alignés. Tu vois cette cicatrice sur mon épaule? Je retrousse ma manche pour montrer une marque de shrapnel. Un IED a frappé notre convoi pendant une mission d'approvisionnement. J'ai perdu 2 bons hommes ce jour-là, Johnson et Martinez. Ils avaient des enfants, eux aussi. Lucie se met à pleurer. Pas de honte cette fois, mais d'émotion. Ryan, lui, devient écarlate de rage, au lieu d'éprouver la moindre honte. Ses poings se serrent. T'as fait une énorme connerie, gronde-t-il, la voix tremblante. Il claque la porte si fort que les fenêtres vibrent. À travers la vitre, je le vois déjà au téléphone dans sa BMW, appelant à tout va. Il gesticule furieusement, pointant notre maison entre 2 appels. Lucie ne semble même pas remarquer la menace. Elle s'assied à côté de moi sur notre vieux canapé, pour la première fois depuis 3 ans, et me serre dans ses bras, sincèrement. Pourquoi tu ne m'as jamais rien dit, chuchote-t-elle entre 2 sanglots. J'ai toujours cru que t'étais juste, normal. Je regarde ma fille, cette merveilleuse personne que Sarah et moi avons créée pendant que je me reconstruisais, corps et esprit. Parce que je voulais que tu m'aimes pour ce que je suis aujourd'hui. Pas pour ce que j'ai été. La guerre change les gens, Lucie. À cet instant, j'étais presque reconnaissant envers Ryan. Toute cette scène nous avait rapprochés en tant que famille. Mais je ne savais pas encore que Ryan n'en avait pas fini avec moi. Et qu'il allait bientôt m'apprendre ce que les riches peuvent cacher. Je le regardais par la fenêtre, toujours dans sa BMW, en train de passer appel sur appel pendant 20 minutes. Son visage tordu par la colère, son poing martelant le volant. Ce n'était pas juste une colère d'ado. C'était plus sombre que ça. Lucie est arrivée derrière moi, essuyant encore ses larmes.
Elle m'a demandé ce que Ryan voulait dire par « énorme connerie », ce qu'il comptait faire. J'ai minimisé, lui disant que Ryan était juste vexé et qu'il allait se calmer. Sarah, elle, m'a lancé un regard inquiet. Elle savait. Moi aussi. 3 jours ont passé, relativement calmes. J'ai cru que Ryan avait tourné la page. Mais mon plus gros client m'a appelé pour notre rendez-vous mensuel. Monsieur Henderson, avec qui je travaillais depuis 8 ans, avait une voix distante, froide. Il a dit qu'il réévaluait toutes leurs relations fournisseurs et qu'il me recontacterait plus tard. L'appel, qui durait habituellement 1 heure, a pris 5 minutes. Ensuite, j'ai remarqué des regards évités à la sortie du lycée. Des parents avec qui je bavardais d'habitude sont soudain devenus silencieux. Madame Chen, dont je faisais les impôts depuis des années, a même traversé le parking pour m'éviter. Ce soir-là, j'ai enfreint ma propre règle d'éviter les confrontations. J'ai envoyé un SMS à Ryan. Clair et direct. Quoi que tu fasses, arrête. Sa réponse a été immédiate, je ne fais que commencer, soldat. 1 semaine plus tard, Sarah a reçu l'appel. Le country club auquel nous appartenions depuis 10 ans mettait notre adhésion en révision suite à des rapports préoccupants. Aucune précision. Aucun nom. Juste que le comité se réunirait pour en discuter. Lucie est rentrée ce jour-là en pleurs. Pas de rage cette fois, mais de tristesse pure. Ryan avait raconté à leurs amis que j'étais devenu fou pendant le dîner, que je l'avais menacé avec des histoires de guerre. Il s'était fait passer pour la victime d'un vétéran instable incapable d'accepter que sa fille sorte avec quelqu'un. Et les autres ados l'avaient cru. J'ai décidé de me rendre chez Ryan ce soir-là, parler à ses parents. Mais en arrivant devant leur résidence sécurisée, le garde, à qui j'avais fait les impôts, refusait de me laisser entrer. Monsieur Peterson, vous êtes sur la liste des personnes à ne pas admettre. Derrière les grilles, j'ai vu les caméras suivre ma voiture. Le lendemain, la campagne sur les réseaux sociaux a commencé. Des posts sur les « papas militaires fous » qui ne supportent pas que leurs filles sortent avec des hommes meilleurs qu'eux. Des photos de sa BMW avec des légendes du style « le succès dérange les ratés ». Chaque post était calibré pour me faire passer pour un homme dérangé, jaloux, instable. La semaine suivante, 3 autres clients ont annulé leur rendez-vous. Les paiements, habituellement à l'heure, ont commencé à traîner. Les nouvelles recommandations se sont évaporées. Mon entreprise, bâtie sur 15 ans de travail honnête, était en train de s'effondrer. Puis un matin, j'ai retrouvé la voiture de Lucie sur le parking du lycée, les 4 pneus tailladés, des entailles profondes, furieuses, qu'on ne pouvait pas confondre avec de l'usure normale. Les caméras de sécurité de l'école avaient mystérieusement cessé de fonctionner précisément à l'heure de l'incident. Pas d'image, pas de témoin, aucune preuve. Ce même après-midi, mon téléphone a vibré, un message de Ryan. Une photo des pneus détruits de ma fille. Son message disait « Des accidents arrivent à ceux qui manquent de respect aux familles importantes ». La semaine suivante, le club de lecture de Sarah a annulé leur réunion mensuelle prévue chez nous. Aucune explication, seulement des excuses maladroites. Seule Catherine, de l'église, m'a appelé en privé, murmurant qu'elle avait entendu des choses inquiétantes, mais qu'elle n'y croyait pas. Elle a promis de prier pour nous. J'ai commencé à enquêter sur la famille de Ryan, cherchant à comprendre à quoi nous étions vraiment confrontés. Ce que j'ai découvert m'a glacé le sang. Son père n'était pas seulement riche. Il était connecté. Investisseur majeur dans la banque qui détenait notre prêt hypothécaire. Membre du conseil d'administration de l'école de Lucie. Copropriétaire de 3 grandes entreprises de la ville, celle-là même qui employait la moitié de mes derniers clients. Le lendemain, la conseillère d'orientation de Lucie m'a appelé, sa voix dégoulinante d'une fausse bienveillance. Elle s'inquiétait de l'instabilité familiale et de son impact sur les dossiers d'admission de Lucie à l'université. Quand j'ai demandé des précisions, elle a parlé de « rapports inquiétants » et suggéré que Lucie pourrait bénéficier d'un accompagnement psychologique pour gérer des « traumatismes à la maison ». Au supermarché, j'ai surpris des chuchotements dans mon dos. « C'est lui », a dit quelqu'un. Le vétéran instable qui a menacé un ado. Je me suis retourné pour leur faire face, mais ils se sont éparpillés comme si j'étais contagieux. La prochaine manœuvre de Ryan fut d'une cruauté brillante. Il est venu à mon bureau à l'heure du déjeuner, quand la salle d'attente était pleine de clients. Il a parlé fort, expliquant qu'il voulait s'excuser pour le malentendu et faire la paix malgré tout. Ses mots étaient parfaits. Ses yeux, glacials. Quand je suis resté calme, professionnel, et que je lui ai demandé de partir, il a veillé à ce que tout le monde m'entende paraître agressif, pendant que lui jouait le rôle du jeune homme mature et raisonnable. Ma secrétaire a commencé à m'éviter du regard après ça. Quelques jours plus tard, elle m'a annoncé qu'elle explorait d'autres opportunités. Ce soir-là, Lucie est venue me confronter avec des captures d'écran des réseaux sociaux de Ryan. Ce gamin était passé de vantardise sur Call of Duty à une véritable partie de Monopoly, avec la vie des gens comme terrain de jeu. Les enfants de riches ne collectionnent pas que les maisons. Ils collectionnent les moyens de subsistance. Poste après poste, il se faisait passer pour la victime d'un père violent qui refusait de voir sa fille devenir adulte.
Les commentaires étaient d'une brutalité insoutenable. Des gens que je connaissais depuis des années croyaient son histoire. Et pour la première fois, j'ai vu le doute dans les yeux de ma propre fille. Puis la mère de Ryan a appelé Sarah. La voix de Madame Hamilton dégoulinait d'une inquiétude factice. Elle s'inquiétait du traumatisme militaire que je faisais vivre à une adolescente normale. Elle a suggéré qu'on cherche de l'aide pour mes problèmes évidents de stress post-traumatique avant que quelqu'un ne soit blessé. Sarah lui a raccroché au nez. Mais le mal était fait. Le récit était lancé. Mes recherches ont révélé encore plus sur l'emprise de la famille de Ryan. Son père possédait l'entreprise de gestion immobilière qui contrôlait la moitié des locaux commerciaux de la ville. Il siégeait sur des conseils d'octroi de licences professionnelles. Un seul appel pouvait ruiner une carrière. Des plaintes anonymes ont commencé à affluer au conseil d'agrément de l'État contre mon cabinet comptable, comportement agressif, instabilité mentale, baisse de qualité du travail. Chaque plainte demandait une réponse écrite, des justificatifs, du temps volé à mon activité déjà en danger. Ryan organisait des rencontres, fortuites, avec Lucie dans son café préféré. Devant ses amis, il se montrait gentil, attentionné, inquiet de la situation familiale, difficile, de Lucie. Il réécrivait l'histoire en direct, et Lucie était piégée au milieu. J'ai commencé à suivre Ryan discrètement. Je voulais comprendre ses mouvements. Un après-midi, je l'ai vu rencontrer un homme devant un cabinet d'avocats. Ils ont parlé 20 minutes. Ryan montrait des papiers. L'homme prenait des notes. Ça ressemblait à un détective privé. La goutte d'eau, ça a été quand Sarah a reçu une lettre anonyme. Un dossier détaillé sur mes états de service militaire, tordu, manipulé, déformé pour dresser un portrait d'homme violent et instable, avec des antécédents d'agression au combat, un danger pour sa famille et la société. Des mensonges construits sur des bribes de vérité. Ce soir-là, j'étais à la fenêtre de la cuisine, scrutant la rue. Quelque part dehors, un gamin privilégié sans conscience était en train de détruire méthodiquement tout ce que j'avais construit, mon entreprise, ma réputation, la paix de ma famille. Sarah s'est tenue à côté de moi, sa main cherchant la mienne. Lucie était à l'étage, probablement en train de lire encore les mensonges de Ryan sur son téléphone. Nous étions assiégés, et je ne savais plus comment me défendre sans donner raison à Ryan. La guerre que je pensais avoir laissée en Afghanistan m'avait suivi jusqu'à la maison. Mais cette fois, l'ennemi portait des vêtements de luxe et utilisait les réseaux sociaux à la place des balles. Et cette fois, je ne pouvais pas me battre comme on me l'avait appris. Il me fallait une autre stratégie. Le lendemain matin, j'ai installé des caméras de sécurité tout autour de la maison. Je travaillais sous une pluie fine, pendant que Sarah me regardait depuis la fenêtre. Le technicien m'a montré comment accéder au flux depuis mon téléphone, comment activer la détection de mouvement, la vision nocturne. La première nuit, les caméras ont capté quelque chose qui m'a glacé le sang. Une silhouette en vêtements sombres longeait notre propriété à 3 heures du matin, s'arrêtant pour prendre des photos de notre maison sous plusieurs angles. La BMW garée plus loin dans la rue ne laissait aucun doute. 2 jours plus tard, l'entretien universitaire de Lucie avec son école de rêve a été annulé. Le service des admissions parlait de « conflit d'agenda ». Mais en creusant, ils ont admis qu'ils s'inquiétaient des conditions familiales de Lucie, qui pourraient nuire à ses performances académiques. J'ai découvert que le père de Ryan siégeait au conseil des anciens élèves. Tout s'est éclairé, avec un goût amer d'injustice. Ma surveillance de Ryan m'a révélé plus que prévu. Je l'ai suivi jusqu'au country club où il prétendait faire du bénévolat pour gonfler son dossier scolaire. En réalité, il a passé 4 heures à jouer à des jeux vidéo dans le salon des ados. Aucune action communautaire. Juste des mensonges. Je l'ai photographié. J'ai pris des captures d'écran, avec date et heure. Mais Ryan m'a vu. Dans les heures qui ont suivi, ses réseaux sociaux se sont enflammés, il disait être traqué par le père instable de Lucie. Il a posté une photo prise au country club où l'on me voit flou à l'arrière-plan, en racontant qu'il se sentait en danger. Ses abonnés ont réagi immédiatement, réclamant une ordonnance d'éloignement et une intervention de la police. Les caméras de notre maison montraient la BMW de Ryan passant devant chez nous chaque nuit. Parfois, elle ralentissait pendant que le passager prenait des photos. D'autres fois, elle passait lentement, les phares balayant nos fenêtres. Lucie a remarqué elle aussi. Elle m'a demandé pourquoi Ryan était sans cesse dans notre rue alors qu'il habitait à l'autre bout de la ville. Le lundi suivant, l'employeur de Sarah l'a convoqué aux ressources humaines. Quelqu'un avait envoyé un signalement anonyme évoquant un risque de violence conjugale lié à son mari. Ils lui ont dit que c'était la procédure, mais elle devait signer des documents attestant de l'entretien. Son supérieur a commencé à changer d'attitude, plus froid, plus distant. J'ai trouvé des preuves que Ryan faisait des recherches sur les symptômes du stress post-traumatique chez les militaires. Son historique de navigation, négligemment laissé ouvert sur un ordinateur de la bibliothèque, montrait des recherches comme « signes de PTSD chez un vétéran »,« comment reconnaître un militaire instable »,« symptômes de dangerosité post-combat ». Il m'étudiait comme un spécimen. Apprenait comment interpréter chacun de mes gestes comme dangereux. Et il était en train de réussir.
La meilleure amie de Lucie a cessé de répondre à ses appels après que Ryan lui a partagé ses inquiétudes en privé. Il lui avait montré des captures d'écran soigneusement modifiées de mes messages, en supprimant le contexte pour faire passer des inquiétudes paternelles normales pour du contrôle abusif. Lucie rentrait de l'école de plus en plus isolée, son cercle social empoisonné par les murmures calculés de Ryan. L'escalade devint physique lorsque je trouvai Ryan m'attendant près de ma voiture après le travail. Il était assis sur le capot, mangeant un sandwich, complètement calme. Quand je m'approchai, il évoqua le fait que des accidents pouvaient se produire dans les parkings, que les caméras de surveillance ne couvraient pas tous les angles, que mon assurance ne couvrirait peut-être pas certains dommages mystérieux. Tout cela dit avec un sourire, alors que des passants défilaient. Les connaissances de Ryan allaient bien plus loin que je ne l'imaginais. Il cita des détails précis sur mon ancienne unité, des noms de soldats avec qui j'avais servi. Il laissa entendre que son détective privé fouillait dans mon dossier militaire à la recherche d'incidents à manipuler. L'idée qu'il salisse la mémoire de mes frères tombés au combat me fit trembler de rage contenue. Le rendez-vous chez le thérapeute, que j'avais fixé afin de constituer un dossier de stabilité mentale, parvint d'une manière ou d'une autre aux oreilles de la conseillère scolaire de Lucie. Elle m'appela, s'inquiétant du fait que je suive une thérapie, se demandant si cela ne cachait pas des problèmes plus profonds. La violation de ma vie privée était évidente, mais impossible à prouver. Ryan orchestra ensuite une rencontre publique dans le restaurant préféré de Lucie. Il arriva avec des fleurs juste au moment où notre famille s'installait à table, jouant la comédie du petit ami repentant. Les autres clients nous observaient pendant qu'il incarnait le parfait ex-désolé, tandis que je passais pour le père colérique refusant le pardon. Lucie s'enfuit en pleurant aux toilettes, pendant que Ryan repartait avec un air satisfait. Le détective privé de Ryan avait été très actif. J'appris par mon ancien chef d'escouade que quelqu'un avait appelé d'anciens membres de l'unité, posant des questions orientées sur mon tempérament et d'éventuels incidents violents pendant mon déploiement. Ils se présentaient comme de simples citoyens inquiets pour un vétéran en détresse. La plupart raccrochèrent, mais les dégâts se propageaient. Sarah me confronta un soir à propos de ce qu'elle voyait comme de la paranoïa croissante, après que j'ai passé des heures à examiner les images des caméras. Elle se demandait si je n'imaginais pas des menaces là où il n'y en avait pas, si Ryan n'était pas juste un gosse gâté qui avait tourné la page. Pendant un instant, je vis le doute dans ses yeux. La campagne d'isolement fonctionnait même sur mon allié la plus fidèle. Ryan franchit une nouvelle étape dans sa guerre psychologique en m'envoyant une photo de Lucie riant avec des amis à l'école. Le message disait simplement qu'elle avait l'air plus heureuse quand je n'étais pas dans les parages, quand je ne gâchais pas sa vie avec mes délires paranoïaques. La photo avait été prise depuis l'intérieur de l'école, un endroit où il n'aurait jamais dû avoir accès. Je repensais à quelque chose qui m'avait troublé depuis ce premier dîner. Le vocabulaire militaire précis de Ryan, sa connaissance des grades et des déploiements. Aucun jeu vidéo ne pouvait enseigner ce genre de détails. Je compris avec horreur qu'il s'était renseigné sur moi bien avant de rencontrer Lucie. Ce n'était pas un hasard. Il l'avait ciblé à cause de moi. C'est Sarah qui remarqua d'abord l'homme suspect. Elle était en train de jardiner lorsqu'elle le vit prendre des photos de notre maison depuis l'autre côté de la rue. Quand elle l'interpella, il prétendit faire un projet scolaire sur l'architecture, mais son cafouillage nerveux en présentant de faux papiers révéla la vérité. C'était un détective privé engagé par des parents inquiets de voir leurs enfants à proximité d'un vétéran potentiellement instable. Mon système de sécurité capta enfin la preuve irréfutable. Un mardi, à 3 heures du matin, la caméra enregistra Ryan escaladant notre clôture et fouillant dans notre poubelle. On le voyait parfaitement, photographiant des relevés bancaires, des formulaires médicaux, tout ce qui contenait des informations personnelles, puis tout remettant soigneusement à sa place. Lucie vit quelque chose qu'elle n'aurait jamais dû voir sur le téléphone de Ryan, pendant les cours. Alors qu'il était distrait, elle aperçut des photos de notre maison, accompagnées de notes sur nos habitudes, heure de départ en voiture, moment où les lumières s'éteignent, quelle fenêtre offre une vue dégagée. La précision tactique de tout cela lui donna la nausée. Elle comprit enfin l'ampleur de son obsession. Mon enquête sur le passé de Ryan révéla un schéma. Obtenir des infos sur son ancien établissement scolaire demanda de la persévérance, mais une conseillère accepta finalement de parler officieusement. Il y avait eu un incident avec un professeur qui lui avait mis une mauvaise note, harcèlement, intimidation, intervention des avocats de la famille. L'enseignante avait préféré démissionner plutôt que d'affronter les moyens financiers de sa famille. Ryan avait changé d'école avec un dossier vierge. L'ancienne prof accepta de me rencontrer dans un café de la ville voisine. Elle avait l'air épuisée, vieillie prématurément. Elle expliqua comment Ryan avait méthodiquement détruit sa carrière parce qu'elle avait refusé de lui modifier une note. Ryan fouillait des poubelles à 3 heures du matin, tel un raton laveur en costume de luxe, photographiant des documents bancaires avec la ferveur d'un homme qui aurait bien besoin d'un meilleur passe-temps. Accusations mensongères, preuves manipulées, attaques coordonnées contre sa réputation. Les moyens financiers de sa famille rendaient toute défense impossible. Elle avait tout perdu et dû recommencer ailleurs. Le mode opératoire de Ryan devenait clair. Il choisissait des cibles qui le remettaient en question, qui ne reconnaissaient pas sa supériorité présumée. Il les étudiait, repérait leurs failles,
puis lançait des campagnes de destruction qui semblaient, de l'extérieur, être de simples coïncidences. L'enseignante mentionna son intérêt particulier pour les figures d'autorité, notamment les militaires ou les policiers. Lucie découvrit le carnet de Ryan lors d'un travail de groupe chez lui. Pendant qu'il était aux toilettes, elle tomba sur des plans détaillés visant à détruire notre famille, avec des calendriers d'attaque, des points de pression psychologique identifiés, des plans de secours selon nos réactions. Son prénom n'apparaissait que comme un outil, un moyen d'atteindre une famille militaire qu'il voulait briser. La révélation fit voler en éclats ses dernières illusions. Ryan comprit très vite que son carnet avait disparu. Ses messages à Lucie passèrent de la douceur manipulatrice à une rage à peine dissimulée. Il l'accusa de vol, menaça d'action en justice, puis affirma que le carnet était une fiction, un projet d'écriture créative. Son désespoir se voyait dans la rapidité avec laquelle il changeait de stratégie. Lucie le confronta le lendemain au lycée. Elle avait photographié chaque page de son carnet avant de le lui rendre. Quand il tenta de la manipuler, affirmant que j'avais inventé tout cela pour les séparer, elle lui montra ses propres écrits, documentant des faits déjà survenus. Son masque tomba enfin devant d'autres élèves. Sarah mobilisa nos voisins en leur montrant les images de Ryan escaladant notre clôture et fouillant nos déchets. La vidéo claire de ces intrusions fit ouvrir les yeux. Madame Chen s'excusa de m'avoir évité, avouant que la mère de Ryan lui avait parlé de ma supposée instabilité mentale, ce qui lui avait paru crédible à l'époque. L'opinion du voisinage commença à changer. Avec l'aide de l'ancienne enseignante, je compilai un dossier détaillé retraçant les schémas de harcèlement de Ryan. 2 familles, des tactiques similaires, un comportement qui s'intensifiait lorsqu'on lui résistait. Nous avons documenté chaque étape, créant une traçabilité difficile à réfuter. Le courage de cette femme à parler malgré le prix personnel me redonna espoir. La meilleure amie de Lucie reprit contact pour s'excuser après avoir vu les photos du carnet partagé par Lucie. Elle avoua que Ryan lui avait toujours paru trop intéressé par la famille de Lucie dès le départ, posant des questions sur moi avant même de l'avoir rencontré. L'ami reconnut la manipulation avec le recul, la manière calculée dont il s'était positionné. La tentative de Ryan d'expliquer le carnet s'effondra lorsque Lucie pointa des dates et détails précis correspondant à des événements réels. Sa prétention d'avoir simplement écrit une fiction s'écroula lorsqu'elle mit en évidence ses notes de recherche, la planification méthodique, l'intention claire de nuire. D'autres étudiants commencèrent à s'éloigner de lui en comprenant la nature troublante de son obsession. Mon ami militaire confirma que les questions posées par l'enquêteur privé étaient orientées, visant à établir un profil de violence et de détresse financière. Les questions révélaient une connaissance intime de la culture militaire, mais tordue pour obtenir des informations à charge. Mon ami avait enregistré la conversation, sentant que quelque chose clochait dans l'attitude de l'université. Les parents de Ryan acceptèrent enfin une rencontre après avoir vu les images de sécurité et les preuves du carnet. Ils arrivèrent chez nous dans des voitures séparées, le visage de sa mère fermé par la colère, son père les yeux rivés sur son téléphone. La réunion dura 10 minutes. Ils regardèrent les preuves, ne présentèrent aucune excuse, et partirent en promettant seulement de gérer la situation en interne. Leur priorité était de protéger leur fils, pas de reconnaître les victimes. La rupture publique de Lucie avec Ryan eut lieu à la cafétéria de l'école. Elle se leva à l'heure du déjeuner, annonça à tous ceux qui pouvaient l'entendre que Ryan la harcelait, elle et sa famille, et montra sur son téléphone les photos du carnet. Ryan tenta de retourner la situation en affirmant que Lucie faisait une crise de nerfs causée par les abus de son père. L'accusation sonna faux, d'autant que les étudiants purent voir les preuves eux-mêmes. Ma clientèle commença à revenir alors que les voisins comprenaient que Ryan avait lancé une campagne de diffamation. Monsieur Henderson m'appela personnellement pour s'excuser, expliquant que le père de Ryan avait fortement suggéré de reconsidérer notre relation commerciale. Avec la vérité qui émergeait, les clients se sentirent plus à l'aise pour revenir. L'hémorragie financière ralentit, même si les dégâts mettraient des mois à se réparer entièrement. La désespérance de Ryan se manifesta par un comportement de plus en plus imprudent. Il me suivit à l'épicerie, exigeant bruyamment que j'admette être un mauvais père. Je restai calme, ce qui l'irrita davantage, attirant l'attention de la sécurité. Sa performance pour les spectateurs se retourna contre lui, les témoins le virent comme l'agresseur, pas comme la victime qu'il prétendait être. Les images de surveillance du magasin le montraient clairement en train de provoquer la confrontation pendant que je tentais de faire mes courses paisiblement. Son langage corporel agressif et sa voix forte contredisaient le récit diffusé sur ses réseaux sociaux, dans lequel il affirmait être menacé par un vétéran dangereux. Pour la première fois, l'opinion publique bascula en ma faveur, alors que la vidéo circulait dans la communauté. L'ancienne professeure me mit en contact avec la conseillère d'orientation de Lucie, expliquant sa propre expérience du harcèlement exercé par Ryan. Elle mentionna également que leur pasteur avait été témoin du comportement manipulateur de Ryan lors d'un court passage dans leur groupe de jeunes. La conseillère commença à revoir ses jugements sur notre famille. Les publications de Ryan sur les réseaux sociaux devenaient de plus en plus incohérentes à mesure que son réseau de soutien s'effondrait. Les amis qui l'avaient soutenu au départ commencèrent à remettre en question ses histoires, en constatant les nombreuses incohérences.
Son image soigneusement construite de victime se désintégra à chaque tentative désespérée de garder le contrôle du récit. Les commentaires passèrent du soutien au scepticisme. Le country club appela pour s'excuser à propos de la suspension de mon abonnement, reconnaissant qu'ils avaient été induits en erreur à propos d'un incident qui n'avait jamais eu lieu. Ils avaient visionné les images de sécurité du jour où Ryan prétendait que je l'avais menacé, et n'avaient rien trouvé confirmant ses dires. La suspension fut immédiatement levée. Ryan tenta une dernière fois de sauver sa relation avec Lucy. Il l'aborda après l'école, prétendant qu'il avait simplement voulu la protéger d'un environnement familial instable. Ce genre de discours aurait peut-être fonctionné des mois plus tôt, mais Lucy voyait désormais clair dans son jeu. Elle s'éloigna pendant qu'il l'appelait, son masque de bienveillance tombant pour révéler la colère. Les candidatures universitaires de Lucy furent rétablies après que l'école découvrit la campagne de sabotage orchestrée par Ryan. Le bureau des admissions s'excusa pour le malentendu, reconnaissant avoir été induit en erreur par de faux signalements de crise familiale. La conseillère d'orientation de Lucy plaida en sa faveur, ayant appris la vérité sur le harcèlement systématique de Ryan. Ma réputation professionnelle se rétablit à mesure que la vérité sur la campagne contre notre famille se répandait. De nouveaux clients me contactèrent, impressionnés par la façon dont j'avais géré la situation sans recourir à la violence ou à la vengeance. La communauté, qui m'avait brièvement tourné le dos, me témoignait désormais son soutien et sa compréhension. Les parents de Ryan organisèrent discrètement son transfert dans une école privée d'un autre district. La raison officielle évoquait des opportunités académiques, mais tout le monde savait pourquoi. Il l'éloignait d'un environnement où sa réputation était irrémédiablement détruite. Son schéma de ciblage de famille se répéterait probablement ailleurs. Un sentiment de soulagement m'envahit à mesure que la menace immédiate s'éloignait. Je retirai certaines caméras de sécurité, sentant que la mentalité de siège se dissipait. Lucy se mit à fréquenter un garçon de sa classe de physique, un jeune homme réellement gentil, qui la traitait avec respect. Le club de lecture de Sarah reprit ses réunions chez nous. La vie recommença à ressembler à quelque chose de normal. Lucy semblait vraiment tourner la page, s'investissant pleinement dans les préparatifs pour l'université et ses nouvelles amitiés. Sa résilience m'émerveillait, la manière dont elle avait trouvé la force de s'opposer à Ryan dès qu'elle avait découvert la vérité. Elle aidait même d'autres filles à reconnaître des tactiques de manipulation similaires dans leurs propres relations. Les excuses commencèrent à arriver, de sources inattendues. Des membres de l'église qui avaient chuchoté dans notre dos vinrent nous parler après les offices, admettant qu'ils avaient été induits en erreur. Des commerçants locaux qui s'étaient éloignés reconnurent que la famille de Ryan les avait influencés. Chaque conversation était comme un poids qui se levait, bien que les cicatrices restent visibles dans les sourires prudents de Sarah et la méfiance de Lucy envers les nouveaux visages. Mes séances de thérapie changèrent radicalement de direction. Plutôt que de devoir prouver ma stabilité mentale face à des accusations anonymes, je travaillais sur les répercussions du harcèlement sur notre dynamique familiale. La thérapeute nota que la campagne de Ryan avait en réalité renforcé nos liens, en provoquant des conversations longtemps évitées. Lucy participa à plusieurs séances, où elle affronta la douleur d'avoir été utilisée comme une arme contre sa propre famille. 2 semaines de paix suivirent. Les caméras de sécurité que j'avais laissées actives ne montraient rien d'anormal, juste la circulation habituelle, des camions de livraison, des voisins promenant leurs chiens, pas de BMW rôdant à des heures étranges, ni de silhouettes photographiées en notre maison. L'absence de menaces semblait presque suspecte après des mois de vigilance constante. Sarah proposa des vacances en famille pour célébrer l'acceptation de Lucy à l'université et notre survie à cette crise. Elle étala des brochures sur la table de la cuisine, montrant des stations balnéaires et des retraites en montagne. Lucy participa même à la planification, ce qu'elle n'avait pas fait depuis le collège. Nous avons choisi une semaine dans le Colorado, loin de la sphère d'influence de Ryan. Le matin où Lucy devait soumettre ses derniers documents d'inscription à l'université, elle trouva Ryan qui l'attendait devant son lieu de travail, un énorme bouquet de roses à la main. Il avait changé de style. Fini les vêtements de créateur, remplacés par un jean simple et une chemise ordinaire. Tout dans son attitude criait transformation et remords. Les collègues de Lucy observaient par la fenêtre alors qu'il s'approchait de sa voiture. Lucy m'a immédiatement envoyé un message, les mains tremblantes en tapant. Je suis arrivé en quelques minutes, Ryan était toujours là, tenant des fleurs déjà fanées sous la chaleur de l'été. Il s'était placé stratégiquement, bien en vue de tous, affichant une posture patiente et pleine de regrets. Lorsque Lucy a fermement rejeté son geste, il n'est pas parti. Au lieu de cela, il a suivi sa voiture jusqu'à la maison, gardant une distance prudente, mais s'assurant qu'elle sache qu'il était là. Je l'ai intercepté dans notre allée avant que Lucy ne sorte de son véhicule. Il s'est immédiatement lancé dans une prestation sur le thème de la recherche de clôture et de la volonté de faire amende honorable. Les voisins sont sortis pour assister à ce qui ressemblait à un jeune homme calme essayant de s'excuser, tandis que je me tenais entre lui et ma fille. Sa posture soigneusement calculée me faisait passer pour l'agressif, ravivant les blessures dans la perception que notre communauté avait de nous. L'affrontement a duré 20 minutes. Ryan n'a jamais élevé la voix, n'a jamais fait de gestes menaçants. Il est simplement resté là, fleur en main,
parlant de croissance personnelle et de seconde chance. Chaque mot était soigneusement choisi pour se présenter comme un homme réformé pendant que je semblais déraisonnable. Lucie est finalement sortie de sa voiture et est passée devant lui sans un regard, mais le mal était fait. En quelques heures, le retour de Ryan était devenu le sujet des commérages du quartier. Certains se demandaient si nous n'avions pas été trop durs, ou si un jeune homme ne méritait pas le pardon pour des erreurs de jeunesse. Le récit qu'il avait tant travaillé à imposer des mois plus tôt trouvait une nouvelle vie. Sarah a reçu des appels d'amis bien intentionnés lui suggérant d'envisager son excuse. La persistance de Ryan a ensuite subtilement augmenté. Il est apparu sur le lieu de travail de Lucie pendant ses horaires, toujours à distance légale, mais rendant sa présence bien ressentie. Il s'est inscrit à un programme de bénévolat dans l'hôpital où travaille la meilleure amie de Lucie. Il a rejoint la salle de sport dont j'étais membre depuis des années, hochant poliment la tête chaque fois que nos chemins se croisaient. L'affrontement que j'essayais d'éviter est devenu inévitable quand Ryan est apparu un soir devant notre porte. Cette fois, il était accompagné de ses parents, leur voiture de luxe bloquant notre allée. Sa mère tenait des documents, qui ressemblaient à des papiers légaux. Son père restait en retrait, observant tout avec des yeux calculateurs. Il voulait discuter des conditions pour mettre fin à toutes les accusations en échange d'une acceptation formelle des excuses. Lucie observait depuis la fenêtre de sa chambre pendant que je tenais bon face à leur pression. Ryan gardait parfaitement son rôle de garçon réformé, allant jusqu'à présenter ce qu'il prétendait être des notes de séance de thérapie pour prouver sa transformation. Sa mère insistait sur les dommages que pourrait causer un conflit prolongé à la réputation de chacun. Son père a mentionné leur relation avec l'université que Lucie avait choisie, sans jamais franchir clairement la ligne de la menace explicite. La rencontre s'est terminée par une dernière déclaration de Ryan affirmant qu'il protégerait Lucie d'un environnement familial instable si nous refusions son offre de paix. Le calcul dans ses yeux contredisait chacun de ses mots soi-disant sincères. En repartant, il a regardé directement la fenêtre de Lucie et a souri, non pas le sourire hypocrite et désolé qu'il portait depuis des semaines, mais ce sourire froid que je me souvenais avoir vu des mois auparavant. Lucie a pris sa décision cette nuit-là. Elle a passé des heures sur son ordinateur portable à rechercher les lois sur les enregistrements et à planifier quelque chose que je ne comprenais pas encore. La détermination dans ses gestes me rappelait les préparations de missions, prudentes, méthodiques, réfléchies. Lorsque je lui ai demandé ce qu'elle prévoyait, elle m'a simplement serré dans ses bras et a dit qu'elle avait appris des meilleurs comment protéger sa famille. 3 jours plus tard, Lucie a envoyé un message à Ryan, acceptant de le rencontrer en privé pour entendre ses excuses. Elle a choisi un parc public avec une bonne acoustique et plusieurs issues de secours, des détails qui m'ont rendu fier même si l'inquiétude me rongeait l'estomac. Elle portait un micro acheté en ligne, qu'elle avait testé plusieurs fois avant de partir. Son nouveau petit ami Nathan a accepté d'attendre à proximité, prêt à intervenir. Je les ai suivis à distance, observant Lucie s'approcher du banc où Ryan l'attendait. Son langage corporel a changé dès qu'il a cru qu'ils étaient seuls, sa posture humble se redressant, son expression faussement repentante se transformant en suffisance. Lucie s'est assise prudemment, se positionnant pour une qualité d'enregistrement optimale tout en gardant une sortie rapide à portée. La conversation que j'ai observée de loin a duré 40 minutes. Les gestes de Ryan sont devenus de plus en plus animés avec le temps, son masque glissant davantage à chaque minute. Lucie est restée calme, hochant parfois la tête ou la secouant. À un moment, Ryan lui a saisi le poignet quand elle a tenté de partir. Nathan a commencé à s'approcher, mais Lucie s'en est sortie seule, se libérant avec une technique défensive que je lui avais enseignée des années auparavant. Lorsque Ryan a compris que Lucie partait malgré ses efforts, son sang-froid s'est complètement effondré. Il l'a suivie à travers le parc, sa voix portant jusqu'à ma position. Nathan l'a intercepté à mi-chemin, se plaçant entre Ryan et Lucie. Voir un soutien l'a clairement surpris, il s'attendait à ce que Lucie vienne seule et vulnérable. Je les ai rejoints alors que les menaces de Ryan s'intensifiaient. Il était passé d'un ton d'excuse à une agressivité brute, révélant sa vraie nature à tous les témoins autour. Les promeneurs du parc se sont arrêtés pour observer tandis que Ryan exigeait que Lucie supprime ce qu'elle avait enregistré, confirmant ainsi qu'il savait qu'elle documentait leur conversation. L'arrivée de ses parents quelques minutes plus tard n'a fait qu'empirer les choses. Sa mère a tenté de faire du contrôle de dégâts, proclamant haut et fort que son fils était piégé par une famille militaire vindicative. Son père passait des coups de fil à des avocats pendant que Ryan continuait à perdre le contrôle. Lucie se tenait calmement entre Nathan et moi, tenant son téléphone avec l'enregistrement déjà sauvegardé dans le cloud. Elle avait appris des propres tactiques de Ryan, toujours conservé des preuves de secours. La police est arrivée après que des passants inquiets aient signalé le tumulte. Ryan est immédiatement repassé en mode victime, parlant de harcèlement et de fausses accusations. Mais plusieurs témoins avaient vu son comportement agressif, sa saisie du poignet de Lucie, sa poursuite quand elle a tenté de fuir. Les agents ont pris des témoignages de tout le monde, leurs caméras corporelles capturant les multiples visages de Ryan. Lucie a diffusé des extraits de l'enregistrement aux officiers, devant les parents de Ryan. Sa confession d'avoir orchestré toute la campagne de harcèlement était limpide.
Son aveu que Lucie ne comptait pour lui que comme un moyen de nuire à une famille militaire résonnait dans tout le parc. Son récit détaillé des pneus crevés, des fausses plaintes, de la destruction systématique de nos vies, tout cela, enregistré de sa propre voix. Le visage des parents de Ryan s'est transformé à l'écoute. La posture défensive de sa mère s'est effondrée dans l'horreur. Son père a arrêté ses appels et s'est mis à vraiment écouter. La révélation que leur fils avait déjà agi ainsi auparavant, que l'enseignante de son ancienne école n'était pas sa seule victime, les a visiblement frappés. Ils avaient permis un schéma qu'il refusait de voir. Les semaines suivantes ont déclenché une cascade de conséquences. Les parents de Ryan l'ont retiré de toutes les activités locales et inscrit dans un internat thérapeutique spécialisé dans la modification du comportement. La communauté a appris l'existence de l'enregistrement par les témoins, non par les réseaux sociaux ou une campagne publique. Lucie a refusé les demandes d'interview des journaux locaux, choisissant la discrétion plutôt que la publicité. Mon entreprise a complètement repris vie alors que d'anciens clients revenaient avec de sincères excuses et de nouveaux contrats. Le conseil d'administration de l'État a classé sans suite toutes les plaintes anonymes après avoir découvert la campagne de harcèlement menée par Ryan. L'université de Lucie a confirmé que son admission restait garantie, et elle lui a même offert un soutien supplémentaire en reconnaissance de ce qu'elle avait traversé. Le Country Club a annulé nos cotisations pendant 1 an, en guise d'excuse pour leur jugement hâtif. La force de Lucie face à cette épreuve a impressionné tous ceux qui connaissaient notre histoire. Elle a contribué à la création d'un groupe de soutien entre pairs dans son école, destiné aux étudiants confrontés à des manipulations en couple. Son approche était pragmatique, reconnaître les signes avant-coureurs et apprendre à documenter chaque interaction. 3 jeunes filles se sont manifestées avec des récits similaires concernant des garçons issus de familles aisées utilisant les mêmes tactiques. Les conséquences juridiques pour Ryan sont restées minimes, les ressources de sa famille y ont veillé, mais les répercussions sociales ont été durables. L'image qu'il s'était efforcé de construire s'est retrouvée irrémédiablement détruite. Ses parents ont vendu leur maison et ont déménagé dans un autre état, à la recherche d'un nouveau départ là où leur nom ne serait pas associé aux actes de leur fils. Le rapport de l'école de redressement indiquait que Ryan répondait bien à une thérapie intensive, même si une certaine prudence restait de mise. Notre famille en est sortie transformée, mais unie. Sarah a repris ses habitudes avec une confiance renouvelée. Lucie a abordé son entrée à l'université avec la sagesse douloureusement acquise sur la manipulation et la résilience. Les caméras de sécurité ont été retirées, elles n'étaient plus nécessaires. Notre maison est redevenue un sanctuaire plutôt qu'une forteresse assiégée. 6 mois plus tard, je regardais Lucie faire ses valises pour l'université avec des émotions mêlées. Elle n'était plus l'adolescente embarrassée qui refusait d'être vue en ma compagnie, mais une jeune femme consciente de la complexité qu'implique le fait de s'opposer aux puissants. Sa relation avec Nathan avait évolué vers quelque chose de sincère et respectueux, un contraste frappant avec la traque calculée de Ryan. Le matin de son départ, Lucie m'a serré dans ses bras plus longtemps qu'elle ne l'avait fait depuis des années. Elle m'a remercié de lui avoir montré que la véritable force ne résidait pas dans la violence ou l'intimidation, mais dans la protection des siens grâce à la patience et à des choix réfléchis. Elle avait compris que certaines batailles exigeaient d'autres armes que celles enseignées dans les entraînements militaires. Son courage, ce jour-là au parc, avait accompli ce que des mois de stratégie défensive n'avaient pu obtenir. Notre histoire s'est répandue dans la communauté, non pas comme une rumeur, mais comme un avertissement et une source d'inspiration. D'autres familles confrontées à un harcèlement semblable y ont puisé de l'espoir. L'enseignante que Ryan avait déjà visée avant nous a contactés pour exprimer sa gratitude, se sentant enfin crue après des années de silence. Le groupe de soutien fondé par Lucie a continué d'exister même après son départ, perpétuant son héritage, transformé le traumatisme en action utile. J'ai retrouvé ma vie tranquille faite de feuilles de calcul et de formulaires fiscaux avec un profond soulagement. Le tumulte du conflit appartenait désormais au passé, que ce soit en Afghanistan ou sur notre propre champ de bataille en banlieue. Sarah et moi avons retrouvé la paix que nous étions venus chercher ici 20 ans plus tôt. La guerre m'avait suivi à la maison sous une forme inattendue, mais nous l'avions affrontée ensemble, en famille. Avec du recul, Ryan nous a malgré tout appris des choses précieuses, malgré ses intentions malveillantes. Il a provoqué des conversations sur mon passé qui nous ont rapprochés. Il a révélé la force et l'intelligence incroyables de Lucie. Il nous a montré quels membres de la communauté étaient de véritables alliés. En essayant de nous détruire, il nous a en réalité rendus plus forts. La dernière nouvelle nous est parvenue par la colocataire de Lucie à l'université, dont le cousin fréquente l'école de redressement de Ryan. Apparemment, il avait cessé de s'en prendre aux autres et se concentrait désormais sur une obtention anticipée de diplôme et un profil bas. Difficile de dire s'il s'agissait d'un réel changement ou d'une simple stratégie. Ce qui comptait, c'est qu'il n'était plus notre problème. L'histoire de notre famille rappelle que la guerre moderne n'implique pas toujours des balles ou des bombes. Parfois, l'ennemi attaque à travers les réseaux sociaux et les campagnes de rumeurs. Parfois, le champ de bataille est un parking d'école ou la salle à manger d'un country club, mais les principes restent les mêmes, protéger les siens, tout documenter, et savoir quand laisser la génération suivante mener le combat. Lucie a prouvé qu'elle était une véritable combattante à sa manière,
utilisant l'intelligence et le courage là où la force aurait échoué. Likez la vidéo pour plus de contenu dans ce style. J'adore lire vos commentaires quand ils ne sont pas haineux. À bientôt dans la prochaine vidéo.